Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes-vous déjà demandé si l'énergie qui fait briller les étoiles pouvait un jour allumer nos ampoules? Eh bien aujourd'hui, on part pour un voyage incroyable au cœur de l'atome. On va aller des forges stellaires, là où tout a commencé, jusqu'aux technologies qui sont en train de dessiner notre avenir. Allez, c'est parti. La grande question qui va nous guider, la voici. Comment est-ce que le cœur des étoiles, cet endroit si lointain, si puissant, peut avoir un impact aussi direct sur nous? Par exemple pour soigner des maladies ou pour produire de l'électricité, c'est ce lien incroyable entre l'infiniment grand de l'univers et notre quotidien qu'on va explorer ensemble. Alors, pour répondre à cette question, voilà notre programme. On va d'abord remonter aux origines pour voir d'où viennent les atomes. Spoiler, ça se passe dans les étoiles. Ensuite, on plongera dans le noyau pour comprendre deux réactions fondamentales, la fission et la fusion. Puis, on verra une application juste bluffante, la datation au carbone 14. Après, on attaquera le gros morceau, les enjeux du nucléaire, ses promesses, mais aussi ses risques. Et bien sûr, on terminera avec une petite synthèse de tout ce qu'il faut absolument retenir. Allez, première étape. Pour bien comprendre l'énergie nucléaire, il faut revenir au tout début. La question est simple. D'où viennent les briques fondamentales qui nous constituent, vous, moi, la planète? Regardez ce graphique. C'est assez fou quand on y pense. L'univers, dans sa très grande majorité, c'est hyper simple. 75% d'hydrogène et 25% d'hélium. Ce sont les deux éléments les plus légers, créés juste après le Big Bang. Et tout le reste, le carbone, l'oxygène, le fer, tout ce qui nous compose, ça représente moins de 1%. Alors, comment est-on passé de cette soupe primordiale à la complexité qu'on connaît? Eh bien, la réponse, elle est juste là, au-dessus de nos têtes. Ce sont les étoiles. Ce sont de véritables usines à atomes cosmiques. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire. Au cœur d'une étoile, la pression et la chaleur sont tellement dingues que les noyaux d'hydrogène fusionnent pour créer de l'hélium, puis du carbone, de l'oxygène, jusqu'au fer. Et quand ces étoiles massives meurent, elles explosent en supernova et dispersent tous ces nouveaux éléments dans l'espace. C'est cette poussière d'étoiles qui a permis de former notre planète et la vie. Bon, maintenant qu'on sait d'où viennent les atomes, allons voir ce qui se passe à l'intérieur de leur noyau. On va découvrir les deux grandes manières de libérer l'énergie phénoménale qui est stockée. Deux réactions pour deux destins bien différents. On commence par la fission. Le principe est assez simple à visualiser. Prenez un noyau très lourd, très gros, un peu instable, comme celui de l'uranium-235. On lui envoie un petit projectile, un neutron. Sous l'impact, le gros noyau se casse en deux noyaux plus petits. Et cette rupture, ça libère une énergie énorme, et au passage, d'autres neutrons. Ces nouveaux neutrons peuvent aller percuter d'autres noyaux d'uranium, qui se cassent à leur tour, etc. C'est la fameuse réaction en chaîne. Et c'est exactement ça qu'on utilise dans nos centrales nucléaires. Et de l'autre côté du spectre, on a la fusion nucléaire. Là, on fait exactement l'inverse. On prend deux noyaux tout petits, tout légers, par exemple des cousins de l'hydrogène, et on les force à se marier, à fusionner pour n'en former qu'un seul, un peu plus lourd. Cette union libère une quantité d'énergie encore plus colossale que la fission. C'est ce qui se passe en permanence au cœur du Soleil et des étoiles. Ce visuel résume parfaitement les choses. À gauche, la fission. On casse du lourd. C'est une technologie qu'on maîtrise, qui produit notre électricité, mais qui génère des déchets radioactifs qui restent dangereux pendant des milliers d'années. À droite, la fusion. On assemble du léger. C'est l'énergie des étoiles, celle qu'on essaie de recréer sur Terre avec le projet ITER. Le grand espoir, une énergie quasi illimitée avec beaucoup moins de déchets problématiques. Bon, après la théorie, passons à une application concrète qui est juste fascinante. On va voir comment la radioactivité nous sert de machine à remonter le temps. C'est un peu de l'archéologie nucléaire, vous allez voir. Pour comprendre, il faut absolument maîtriser une notion clé, la demi-vie. C'est quoi? C'est tout simplement le temps au bout duquel la moitié d'un stock de noyaux radioactifs s'est désintégré naturellement. Chaque élément radioactif a sa propre demi-vie, c'est comme sa carte d'identité. Et pour le carbone 14, cette horloge est réglée sur 5730 ans. C'est immuable. Alors, comment on s'en sert? C'est simple. Tant qu'un organisme est vivant, il absorbe du carbone 14. Quand il meurt, l'échange s'arrête et le chronomètre se met en marche. Le carbone 14 qu'il contient commence à disparaître. Au bout de 5730 ans, il ne lui en reste que la moitié. Au bout de 11460 ans, de demi-vie, il n'en reste plus qu'un quart. Et ainsi de suite. Donc, en mesurant la quantité de carbone 14 qui reste dans un os, un bout de bois, on peut calculer à quand remonte sa mort. C'est une technique de datation hyper puissante. On arrive maintenant au chapitre qui connecte directement la science au grand débat de notre société, le nucléaire. Parce qu'avec l'énergie de l'atome, on a entre les mains une véritable arme à double tranchant, avec d'immenses promesses, mais aussi de sérieux risques.
Le côté lumineux de la force, la grande promesse, c'est la fusion. Le projet ITER, ce chantier titanesque dans le sud de la France, c'est le grand espoir de l'humanité pour ça. C'est un effort international pour construire un réacteur capable de dompter l'énergie des étoiles. L'objectif, c'est ni plus ni moins de créer un mini-soleil sur Terre pour avoir une source d'énergie massive et bien plus propre que la fission. Un des plus grands défis scientifiques de notre histoire. Mais il faut être lucide, le nucléaire d'aujourd'hui, c'est la fission. Et ça comporte des risques qu'on ne peut pas ignorer. On pense bien sûr aux accidents terribles de Tchernobyl ou de Fukushima. Ces catastrophes nous rappellent brutalement à quel point cette technologie peut être dangereuse si on en perd le contrôle. Et puis, il y a la grande question qui reste. On fait quoi des déchets radioactifs, dont certains restent dangereux pendant des dizaines de milliers d'années? C'est un énorme défi. Ce tableau, il est très parlant. Quand un noyau d'uranium se casse, il ne donne pas deux morceaux propres, mais tout un tas de débris de fission différents. Regardez leur demi-vie. Certains, comme le krypton 92, disparaissent en quelques secondes, mais d'autres, comme le césium-137, ont une demi-vie de 30 ans. Ça veut dire qu'il faut attendre plusieurs siècles avant qu'ils ne soient plus du tout dangereux. Voilà toute la complexité de la gestion des déchets nucléaires. Bon, on arrive à la fin de notre exploration. C'est le moment de synthétiser, de faire le tri pour ne garder que l'essentiel. Considérez ça comme votre fiche de révision express pour le bac. Alors, si vous ne deviez retenir que 4 choses, ce serait celle-ci. Premièrement, la radioactivité, un noyau instable qui se désintègre tout seul. Deuxièmement, la fission. On prend un gros noyau et on le casse, c'est nos centrales actuelles. Troisièmement, la fusion. C'est l'inverse, on prend 2 petits noyaux et on les colle ensemble. Ça, c'est les étoiles et peut-être notre futur avec ITER. Et enfin, la demi-vie, ce super chrono qui nous dit en combien de temps la moitié des noyaux disparaît, la clé de la datation au carbone 14. Avec ces 4 concepts, vous avez les bases solides de la physique nucléaire. Et on se quitte sur cette question. Une question ouverte qui est vraiment au cœur des débats d'aujourd'hui et de demain. La fusion nucléaire, est-ce que c'est la solution pour notre avenir énergétique? Il n'y a pas de réponse simple, bien sûr. C'est un mélange complexe de science, de technologie, d'économie et de choix de société. C'est une réflexion passionnante et c'est à votre génération de vous emparer de ces sujets. J'espère que cette présentation vous a donné des clés pour mieux comprendre. Le savoir, c'est comme l'énergie, ça ne vaut que si c'est partagé. Alors, à bientôt!